Alors, comme il fait vraiment très beau aujourd'hui et que je vous lis quelque chose qui est rapport aux sensations, j'ai eu envie de faire cette expérience de la lecture en extérieur avec vous. Je reprends en effet les histoires très courtes de la première gorgée de bière. Je vous en ai déjà lu 3 il y a quelque temps. La première s'appelle « L'odeur des pommes ». On entre dans la cave. Tout de suite, c'est ce qui vous prend. Les pommes sont là, disposées sur des claies, des cajots renversés. On n'y pensait pas. On n'avait aucune envie de se laisser submerger par un tel vague à l'âme. Mais rien à faire. L'odeur des pommes est une déferlante. Comment avait-on pu se passer si longtemps de cette enfance âcre et sucrée ? Les fruits ratatinés doivent être délicieux, de cette fausse sécheresse où la saveur confite semble s'être insinuée dans chaque ride. Mais on n'a pas envie de les manger. Surtout, ne pas transformer en goût identifiable ce pouvoir flottant de l'odeur. Dire que ça sent bon, que ça sent fort, mais non, c'est au-delà, une odeur intérieure, l'odeur d'un meilleur soi. Il y a l'automne de l'école enfermée là. À l'encre violette, on griffe le papier de plein de déliés. La pluie bat les carreaux, la soirée sera longue. Mais le parfum des pommes est plus que du passé. On pense à autrefois à cause de l'ampleur, de l'intensité, d'un souvenir de cave salpêtrée, de grenier sombre. Mais c'est à vivre là, à tenir là, debout. On a derrière soi les herbes hautes et la mouillure du verger. Devant, c'est comme un souffle chaud qui se donne dans l'ombre. L'odeur a pris tous les bruns, tous les rouges. Avec un peu d'acide vert, l'odeur a distillé la douceur de la peau, son infime rugosité. Les lèvres sèches, on sait déjà que cette soif n'est pas à étancher. Rien ne se passerait à mordre une chair blanche. Il faudrait devenir octobre, terre battue, voussure de la cave, pluie, attente. L'odeur des pommes est douloureuse. C'est celle d'une vie plus forte, d'une lenteur qu'on ne mérite plus. Le croissant du trottoir. On s'est réveillé le premier. Avec une prudence de guetteur indien, on s'est habillé, faufilé de pièce en pièce. On a ouvert et refermé la porte de l'entrée avec une méticulosité d'horloger. Voilà, on est dehors, dans le bleu du matin ourlé de rose. Un mariage de mauvais goût s'il n'y avait pas le froid pour tout purifier. On souffle un nuage de fumée à chaque expiration. On existe, libre et léger sur le trottoir du petit matin. Tant mieux si la boulangerie est un peu loin. Kerouac, main dans les poches, on a tout devancé. Chaque pas est une fête. On se surprend à marcher sur le bord du trottoir comme on faisait enfant, comme si c'était la marge qui comptait, le bord des choses. C'est du temps pur, cette maraude, que l'on chipe au jour quand tous les autres dorment. Presque tous. Là-bas, il faut bien sûr la lumière chaude de la boulangerie. C'est du néon en fait, mais l'idée de chaleur lui donne un reflet d'ambre. Il faut ce qu'il faut de buée sur la vitre quand on s'approche, et l'enjouement de ce bonjour que la boulangère réserve au seul premier client. Complicité de l'aube. 5 croissants, une baguette moulée pas trop cuite. Le boulanger en maillot de corps fariné se montre au fond de la boutique et vous salue comme on salue les braves à l'heure du combat. On se retrouve dans la rue. On le sent bien. La marche du retour ne sera pas la même. Le trottoir est moins libre, un peu embourgeoisé par cette baguette coincée sous un coude, par ce passé de croissant tenu de l'autre main.
Mais on prend un croissant dans le sac. La pâte est tiède, presque molle. Cette petite gourmandise dans le froid tout en marchant. C'est comme si le matin d'hiver se faisait croissant de l'intérieur. Comme si l'on devenait soi-même four, maison, refuge. On avance plus doucement, tout imprégné de blond pour traverser le bleu, le gris, le rose qui s'éteint. Le jour commence et le meilleur est déjà pris. Ces histoires ont un petit goût du passé et celle qui suit va encore nous ramener dans le passé parce qu'il s'agit du bruit de la dynamo. Alors, je pense que la plupart d'entre vous savent ce que c'est qu'une dynamo, mais pour ceux qui ne sauraient pas, il s'agit d'un petit appareil à peu près grand comme ça, qui était ou est parfois encore sur les vélos, à l'arrière souvent, et que l'on pouvait actionner pour coller sur la roue ou décoller de la roue. Et lorsqu'il était collé sur la roue, une autre petite roue tournait et permettait de fournir de l'électricité nécessaire à l'éclairage du vélo. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de vélos sont éclairés avec des piles et il n'y a plus de dynamo. Alors écoutez bien cette histoire. Le bruit de la dynamo. Ce petit frôlement qui freine et frotte en ronronnant contre la roue. Il y avait si longtemps que l'on n'avait plus fait de bicyclette entre chien et loup. Une voiture est passée en klaxonnant. Alors on a retrouvé ce vieux geste. Se pencher en arrière, la main gauche ballante et appuyer sur le bouton poussoir. À distance des rayons, bien sûr. Bonheur de déclencher cet assentiment docile de la petite bouteille de lait qui s'incline contre la roue. Le mince faisceau jaune du phare fait aussitôt la nuit toute bleue. Mais c'est la musique qui compte. Le petit frr, 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 rassurant semble n'avoir jamais cessé. On devient sa propre centrale électrique, à pédaler ronde. Ce n'est pas le frottement d'un garde-boue qui se déplace. Non, l'adhésion caoutchoutée du pneu au bouchon rainuré de la dynamo donne moins la sensation d'une entrave que celle d'un engourdissement bénéfique. La campagne alentour s'endort sous la vibration régulière. Remontent alors des matinées d'enfance, la route de l'école, avec le souvenir des doigts glacés, des soirs d'été où l'on allait chercher le lait à la ferme voisine. En contrepoint, le brinque-ballement de la boîte de métal dont la petite chaîne danse. Des aubes en partance de pêche, avec derrière soi une maison qui dort. Et les cannes de bambou légèrement entrechoquées. La dynamo ouvre toujours le chemin d'une liberté à déguster dans le presque gris. Le pas tout à fait mauve. C'est fait pour pédaler tout doux, tout sage, attentif au déroulement du mécanisme pneumatique. Sur fond de dynamo, on se déplace rond, à la cadence d'un moteur de vent qui mouline avec l'air de rien des routes de mémoire. Alors voilà, tous les cyclistes qui aujourd'hui veulent être écologistes, je les encourage à remettre des dynamos sur leur vélo. Je vous lis une dernière histoire. Celle-là aussi date un peu d'un autre temps, mais elle revient elle aussi. Elle s'appelle l'inhalation. Ah, les petites maladies de l'enfance qui vous laissent quelques jours de convalescence à lire au lit des Bugs Bunny. Hélas, quand on vieillit, les plaisirs de la maladie deviennent rares. Il y a le grog, bien sûr. Prendre un bon grog corsé tout en se faisant plaindre est un moment précieux. Mais plus subtil peut-être est la volupté de l'inhalation. On ne s'y résout pas tout de suite. De loin, l'inhalation paraît amère, vaguement vénéneuse. On l'assimile au gargarisme qui laisse dans la bouche un goût fade et cuivré. Mais après tout, on est si mal, la tête lourde et prise. On a soudain l'impression qu'un peu de mieux viendra dans la cuisine. Oui, près du fourneau, de l'évier, du réfrigérateur,
une espèce de simplicité fonctionnelle peut vous soulager. Le flacon de Fumigalène est là, sur l'étagère, à côté des sachets de tilleul et de thé. Sur l'étiquette, un profil démodé happe avec délice une volute de fumée blanc-neige. C'est cela qui décide, cette impression de renouer avec un rituel démodé. On fait chauffer de l'eau. Autrefois, on avait un inhalateur en plastique dont les deux parties se déboîtaient toujours et qui laissait des cernes sous les yeux. En éloignant un peu son livre, on pouvait même lire. Mais maintenant, on a perdu cet appareil. Et c'est encore mieux. Il suffit de verser l'eau bouillante dans un bol, d'y ajouter une cuillère de ce liquide doré translucide qui, aussitôt versé, diffuse un nuage verdâtre, pois cassé. On se couvre la tête d'une serviette éponge et voilà, le voyage commence et l'on est englouti. De l'extérieur, on a toutes les apparences de quelqu'un qui se soigne sainement, avec une énergie mécanique et docile. En dessous, c'est autre chose. Une sorte de ramollissement cérébral gagne, et on plonge bientôt dans une moiteur confuse. La sueur monte aux tempes. Mais c'est à l'intérieur que tout se joue. Une respiration régulière, profonde, apparemment vouée à la libération méthodique des sinus, initie au pouvoir du Fumigalène pervers. Parfaitement immobile, on erre délicieusement avec des gestes d'une ampleur amphibienne dans la jungle pâle du poison vert tendre. L'eau vient de la fumée vient de l'eau. On se dilate dans l'évanescence et bientôt la torpeur. Tout près, très loin, des bruits de repas préparés viennent d'un monde simple. Mais immergé dans la vapeur des fièvres intérieures, on ne veut plus lever le voile. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt.